J'ai un livre sur ma table de chevet parce que je n'ai pas de pistolet. C'est une citation de votre livre, Un monstre est là, derrière la porte. Gal Belem, soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation du Cercle ouvert. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? Se présenter, dire qui l'on est, l'éternelle première question. Écoutez, chère Ivana, si je le savais moi-même qui je suis, je n'écrirais pas. Alors, que dire alors? Je suis un être qui aime profondément écrire, qui aime lire aussi. Je suis un animal que seuls les mots, que seuls les livres, que seule la littérature a réussi à apprivoiser, à dompter. Après, lors d'un entretien en face d'un responsable des ressources humaines, si je disais que je ne sais pas qui je suis, il me dirait immédiatement, vous prenez la porte. Voilà. Il me faudrait une réponse un peu moins romantique et un peu plus classique. Eh bien, je dirais pour vos auditeurs que je suis une écrivaine française née à l'île de la Réunion et qui vit désormais entre l'île de la Réunion et Paris, une écrivaine qui tire son inspiration essentiellement des voyages et de la contemplation de tout ce qui l'entoure, aussi bien à la Réunion qu'ailleurs en France ou ailleurs en Europe ou dans le monde. Mm-hmm. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de littérature et de culture réunionnaise. Vous êtes la première écrivaine réunionnaise éditée chez Gallimard. Pour votre premier roman, Un monstre est là, derrière la porte. Vous avez gagné le prix André Dubreuil du premier roman et le grand prix du roman métis. Ce roman dresse un portrait de la société réunionnaise. Vous y parlez de déportation des esclaves à la Réunion, des traditions. Vous servez au lecteur une image de la nourriture, des plantes locales, ainsi que de ses croyances. D'ailleurs, vous terminez votre livre par ces mots. Vous connaissez maintenant toute l'histoire des côtes d'Afrique à Saint-Denis. L'errance, les crimes, le désarroi qui talonne. Et maintenant, ce livre testament peut être posé. À quel moment avez-vous décidé d'emprunter le chemin d'écrivaine et poser ce testament, Gaël Belem? Eh bien, tout d'abord, vous avez dit énormément de choses très, très intéressantes. Effectivement, oui, je suis la première femme de l'île de la Réunion dont le roman a eu la chance d'être publié aux éditions Gallimard en 2020. Pour répondre ensuite plus directement à votre question, depuis 1996-1997, ça signifie depuis l'âge de 12-13 ans, je sais que je veux devenir écrivaine. Alors, ce n'est pas une vocation verticale, ce n'est pas Dieu qui m'a donné la foi littéraire, c'est le destin, c'est l'échappatoire que je me suis choisie, Ivana, pour fuir un certain désœuvrement économique, culturel et même intellectuel. Et puis, j'aime beaucoup l'expression que vous avez employée, à savoir celle d'emprunter le chemin. L'écriture est pour moi un véritable chemin, un chemin de croix avec ses 14 stations, ces moments de douleur, ces moments d'interrogation, ces moments d'euphorie aussi, de fébrilité. Et c'est ça que je recherche dans l'écriture, toute une débauche, toute une orgie de sentiments extrêmement forts que l'on ne retrouve pas toujours dans la véritable vie. Et puis, vous terminez effectivement en citant l'une de mes dernières expressions dans le roman. À présent, ce livre testament est terminé. Quand j'emploie le terme testament, je l'emploie en pensant aux deux sens qu'il a. La narratrice dit que ce livre testament peut être posé, donc c'est au sens de la déclaration que fait l'individu, la déclaration de ses dernières volontés. Mais quand je parle aussi de livre testament, je parle de livres, en ce sens de livres sacrés pour moi, tout comme l'Ancien et le Nouveau Testament sont considérés par les croyants comme des textes sacrés. Mais sinon, oui, j'écris, j'ai cette envie-là d'écrire depuis l'adolescence. Très bien, merci pour votre réponse. Et maintenant, quand vous parlez de ça, est-ce que vous aimeriez bien, par exemple, encourager les gens qui ont cette idée aussi dans leur tête? Comment vous êtes aidé à vous-même pour écrire ce texte, ce livre? Voilà. C'était une idée comme ça, question.
Attendez, comment je m'y suis moi prise pour écrire ce livre? Oui, 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 tout à fait. Hein. Si quelqu'un des jeunes qui nous regarde, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à cette personne? On me pose très souvent cette question. Ah, d'accord. Et le premier conseil que je donne, c'est de ne pas trop se poser de questions. Prenez les choses simples, prenez une feuille de papier, prenez un stylo et allez-y, tout simplement. Donc, ne vous posez pas trop de questions. On a envie d'écrire, on se met à écrire, et même si les idées sortent en vrac, hein, le premier jet est toujours chaotique et toujours Mhm. confus, cela n'a aucune importance. C'est plus tard après que l'on mettra les idées en ordre, que l'on structurera sa pensée. Le plus important, c'est de se lancer, de sauter directement dans le bain de l'écriture sans trop se poser de questions. Mhm. Merci beaucoup, parfait. Dans votre roman, vous dressez de façon spectaculaire un imaginaire de la société réunionnaise, ainsi que de ses mythes et ses croyances. Votre roman comprend également un glossaire qui est Oui, très utile, hein, qui explique tous les termes réunionnais. Donc, on peut apprendre effectivement beaucoup de nouvelles choses. On apprend aussi que la Réunion est forte liée à la culture malgache, parce qu'il y a oui. aussi à l'histoire, etc. Le lecteur peut donc en apprendre sur la mythologie locale, comme Sitaran, qui serait le Oui. Jack, l'aventeur réunionnais. Mais Euh, vous l'avez décortiqué, ce livre. C'est incroyable. Vous voilà, l'avez lu avec une loupe. C'est remarquable. Merci. de rien, avec plaisir. Parce que votre livre, je l'ai vraiment beaucoup adoré. Hein. C'était vraiment avec plaisir, parce que c'était très intéressant, justement. Aussi, Grammaire Cal, Bebet Oui, Tout, ou les superstitions comme le ruban écarlate, ou les sachets à oui. la croisée du chemin, entrer dans le comportement social. D'où vient l'inspiration pour votre livre, et plus particulièrement pour ce que l'enfant vit avec ses parents? Je vous demanderai de lire un extrait de la page 16, la Mhm. menace de son père, qui est assez violente. La menace. Bien. Mhm. Pour répondre à votre question principale, d'où vient l'inspiration? Je dirais que tout est inspiration. Celle de ce livre vient des réalités que j'ai observées tout autour de moi à La Réunion, mais aussi dans mes différents voyages. Par Mhm. conséquent, l'inspiration pour ce livre qui parle de La Réunion vient aussi de mes observations, accrochez-vous, dans les bidonvilles, dans les townships de Namibie. L'inspiration, je l'ai trouvée également dans les rues de Harlem, c'est-à-dire en observant la réalité de ces Namibiens, la réalité de ces Noirs américains, débrouillards, mais malmenés par l'existence et aux prises avec un legs historique esclavagiste traumatique. Mhm. Voilà donc quelle est ma principale source d'inspiration. Après, concernant la description de ce que cette petite fille, la petite défunte vit, ce que cet enfant vit est un condensé de ce que j'ai observé à La Réunion en tant qu'habitante, mais Mhm. aussi en tant que fonctionnaire de l'État, en tant que fonctionnaire de l'État qui enseigne au lycée, en tant que fonctionnaire qui juge également des mineurs délinquants dans un tribunal. J'ai Mhm. observé ces mineurs fracassés par la vie qui deviennent également violents et c'est ça aussi que j'ai voulu mettre dans ce livre. Les sujets que j'évoque sont donc des sujets qui sont aussi un peu tabous à la Réunion. On D'accord. sait qu'ils sont véridiques, mais on n'ose pas trop en parler. Il Mhm. s'agissait donc pour moi de présenter la réalité telle qu'elle est, en évoquant l'envers du décor de cette île que l'on présente très souvent uniquement comme paradisiaque, mais j'ai voulu présenter l'envers du décor avec une loupe grossissante, en exagérant, en tirant les traits. Je suis volontairement dans l'outrance. J'ai eu envie de choquer. Et puis, vous parliez de ce père. Donc, l'histoire est celle d'une famille totalement dysfonctionnelle, constituée de 3 personnes, le père, la mère et leur petite fille. Ses parents n'ont absolument pas envie de
perdre leur temps à éduquer leur petite fille. Ils ne vont lui apprendre la vie que par le prisme d'histoires absolument horribles. Et à chaque fois qu'elle fait une petite bêtise, ou si elle s'apprête à faire une petite bêtise, l'avertissement, la menace qu'on lui adresse est extrêmement violente. Pourquoi est-ce que je parle autant de cette violence éducative? Parce que c'est l'une des réalités aussi des familles réunionnaises. Pas Mm. uniquement à La Réunion, bien entendu, mais c'est l'un des travers de notre société Ah, c'est vrai. insulaire. Donc oui, j'ai voulu parler de la violence éducative. Oui, j'ai voulu parler de cette société réunionnaise qui, comme de nombreuses sociétés avec un passé colonial et esclavagiste, s'est construite sur la terreur. La société réunionnaise s'est construite sur deux piliers, la terreur, la violence également. Et donc, j'ai voulu, à travers ce livre, aborder les thèmes de violence intrafamiliale, de violence conjugale. Et cette violence ne prend pas toujours la forme de coups. Elle peut prendre également la forme de menaces. Cette violence peut être psychologique, cette violence peut être plus mesquine. Et c'est ça que j'évoque à travers ces histoires horrifiques que le père raconte à la petite fille. Et Mhm. effectivement, on en a un exemple à la page 16. J'obéis aux ordres, je me mets donc à lire pour Mhm. resituer. Donc, cette petite fille vient de monter sur la table. Elle pourrait tomber, se fracturer un membre. Il n'est pas question pour ses parents de lui dire « Attention ma chérie, tu risques de tomber, nous t'invitons à descendre ». Ils vont passer par une histoire totalement tordue, épouvantable, pour qu'elle descende. Sais-tu ce qui arrive aux enfants qui montent sur les tables? Et sans même attendre ma réponse, mon père enchaîna. Ils sont condamnés à être nains toute leur vie, boutonneux et pleins de pus aussi, exactement comme Tom le troll. Tu t'en souviens? Ce voisin pied-beau et bec de lièvre qu'on a retrouvé mort, dévoré par les fourmis et grouillant de verre l'année dernière. Si Tom avait écouté ses parents, qui sait quelle vie il aurait menée? Il n'est pas né comme ça, il l'est devenu, exactement comme toi dans quelque temps. Le maléfice devient irréversible au bout d'une minute seulement passée sur la table, tu sais. C'est comme ça. Un point, c'est tout. Et très sérieusement, mon père se mit à regarder sa montre. Voilà une manière de retranscrire cette violence éducative plutôt que de prendre le temps d'argumenter. La paresse parfois fait que ce père va recourir à une histoire totalement monstrueuse. D'où le titre aussi, Un monstre est là derrière la porte. Qui est ce monstre? Ce père peut faire office de monstre, mais ce sont aussi ces histoires de monstres qu'il raconte à sa fille pour qu'elle soit absolument sage. Mais c'est ça, en fait, la question aussi qu'on peut se poser, que fait notre société d'aujourd'hui? Si ce n'est pas nous qui éduquons les monstres, entre guillemets. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, le personnage principal évolue et grandit tout au long du livre. Elle Oui. rencontre au fur et à mesure des problèmes et des péripéties de vie assez Mhm. cruelles pour son âge, mais que de nombreux enfants vivent n'importe où dans le monde. Quel est votre message principal que vous vouliez donner par ce livre? Mm. Je suis une écrivaine. Je ne suis pas une messagère, je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Il n'y a donc pas véritablement de message. Plus qu'un message, je dirais que ce livre est une déclaration d'amour, une déclaration d'entraide, une déclaration de solidarité, une déclaration d'empathie pour les enfants maltraités. Donc, n'y trouvez pas là un message, trouvez-y une déclaration, effectivement, oui, Mhm. d'empathie. C'est une aussi invitation, plus qu'un message, c'est une invitation à la guerre. Mais quelle guerre? À une guerre contre soi-même et contre les autres pour se dépasser, pour se transcender et atteindre son objectif. Donc, j'ai voulu écrire un livre qui soit une invitation à tous ceux qui sont malmenés, une invitation à ne pas abandonner, mais littéralement à se transcender
voilà, pour atteindre des objectifs, entre guillemets, plus nobles, alors qu'ils ils ne partaient pas gagnants. Mhm. Après, ce qui est aussi intéressant dans votre livre pour les personnes qui n'ont jamais visité La Réunion, parce qu'au début du livre, vous parlez de 3 cirques. Est-ce que vous Oui. pourriez d'abord expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est dans le vocabulaire réunionnais un cirque? Très bien. Alors, un cirque est une enceinte, on va dire, naturelle, qui est d'origine volcanique. Les cirques, il n'y en a pas qu'à l'île de la Réunion. Il y en a également en France. On connaît le cirque du fer à cheval dans les Alpes et bien, le plus connu, c'est le cirque de Gavarnie dans le sud de la France, plus exactement dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie. Donc, une enceinte de forme circulaire ou semi-circulaire. Ça fait penser effectivement à un véritable cirque enserré, entouré de montagnes. Le Mhm. cirque de Gavarnie est lui d'origine glaciaire, tandis que les 3 cirques de la Réunion sont d'origine volcanique. Et Mhm. ces cirques sont une particularité de l'île de la Réunion. On n'en retrouve pas comme ça dans les autres départements et régions d'outre-mer comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane. C'est vraiment typique de l'île de la Réunion. Et c'est grâce à ces cirques, en plus de ces forêts, de ces pitons, de ces remparts, que l'île de la Réunion a pu être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mhm. Merci beaucoup pour l'explication parce que parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit Oui, imaginer. En quoi, selon vous, cette division de l'île si particulière a-t-elle influencé la manière de penser des gens, les mythes, l'importance de provenance de différents cirques? Parce que pour aller d'un cirque à l'autre, il faut passer les montagnes, j'imagine. tout à fait. Alors, l'île de la Réunion est une île à plus de 80% montagneuse. Vous avez un littoral qui en général n'est pas extrêmement large. Le littoral correspond à la zone de plaine, donc à un Mhm. relief plat de basse altitude. Et une fois que vous avez fait 3 ou 4 kilomètres depuis la mer, peut-être maximum 6, vous vous retrouvez tout de suite dans ce qu'on appelle les hauts, c'est-à-dire sur les hauteurs, donc dans des régions de montagne. L'île de la Réunion, en fait, est divisée de différentes manières. Soit on parle des bas, Mhm. donc les régions qui correspondent au littoral et les hauts, les régions de montagne, soit on parle, pour ce qui concerne de l'Est, pour ce qui concerne l'Est, de la côte au vent, c'est-à-dire la côte exposée au vent, et l'Ouest correspond à la côte sous le vent, la côte qui est à l'abri du vent. Voilà les 2 divisions donc de l'île de la Réunion, division entre côte exposée au vent et côte sous le vent, ou sinon la division entre littoral qui est un mince liseré en fait, et massif montagneux qui constitue l'essentiel, donc je disais plus de 80% de notre territoire. Cette division avec une prédominance des forêts extrêmement luxuriantes, des falaises, des remparts, a nourri l'imaginaire fantastique et horrifique des Réunionnais. Toutes ces forêts avec parfois des forêts extrêmement sombres nous a rendu beaucoup plus, peut-être nous a inspiré pour raconter des histoires de monstres. Et j'y pensais là en voyant votre question. Je ne suis pas certaine que dans des régions telles que, dans des espaces comme la steppe en Mongolie, donc région de végétation extrêmement basse, extrêmement basse, il y ait un tel imaginaire. Donc, ces forêts luxuriantes ont nourri notre imaginaire encore plus qu'un autre relief l'aurait fait. Merci beaucoup pour votre réponse. Comme nous l'avons mentionné, en 2020, vous avez gagné le Grand Prix du roman métis, qui est un prix littéraire international remis chaque année en décembre, depuis 11 ans, par la ville de Saint-Denis à La Réunion. Il Ce prix n'a récompense, plus de secret pour vous, décidément. il récompense un roman francophone Oui, publié depuis moins d'un an, en soulignant les valeurs du métissage
de la diversité et de l'humanisme. Comme gagnant de l'année précédente, vous présidez cette année ce concours. Quels sont vos ressentis à propos de l'expérience que vous êtes en train de vivre? Où voyez-vous l'importance de ce prix pour le monde littéraire et culturel? Ah, j'aime bien cette question aussi. En ce moment, je relis la littérature à l'estomac de Julien Gracq, où il parle de sa relation à l'écriture, au prix aussi. Et il dit quelque chose. En gros, il dit que la littérature est avant tout une affaire personnelle de passion. La littérature est une affaire d'amour. La littérature est une affaire fusionnelle, donc est une affaire de fusion entre celui qui écrit et l'histoire qu'il raconte. Et cette affaire-là peut se passer de toutes les distinctions. Cette affaire-là peut se passer de tous les prix littéraires. Bon, après, je ne vais pas faire mon Jean-Paul Sartre et refuser tous les prix qui me sont attribués. Je commence, je fais mon entrée dans le monde de la littérature et dès ma première publication, je reçois, comme vous l'avez évoqué, 2 prix. J'ai été extrêmement fière. Ça a été, comme le dirait Spinoza, une éternité de joie, souveraine et parfaite. Ça reste quand même important. Même si on n'écrit pas pour obtenir un prix, hein, c'est important cette reconnaissance de mon travail, cette manière de saluer la qualité de ce que j'ai pu faire. Après, Ivana, je vais vous dire très franchement, ces 2 prix et mon entrée chez Gallimard ont radicalement changé ma vie. Depuis plus d'1 an et demi et bientôt 2 ans, je multiplie les conférences, les séances de dédicaces, les débats, les voyages aussi. Et je suis ravie d'avoir obtenu ces prix qui apportent une nouvelle lumière aussi sur la jeune écrivaine que je suis. Mais sinon, à côté de cela, je reste un animal solitaire qui a pour premier objectif de saisir la réalité des êtres et de mettre cette réalité dans les livres. C'est avant tout cela qui m'intéresse. C'est paradoxal. Quand vous écrivez, vous êtes monstrueusement, vous êtes terriblement seul. Et une fois que c'est terminé, vous vous retrouvez mais dans une espèce de bain de foule. Et ce n'est pas évident à gérer, mais c'est très, très plaisant. Mais ça, c'est vrai. Ce sont des expériences complètement différentes. Hein? L'écriture et après, qu'est-ce qui se passe après? Très bien. Et quand on parle de ça, est-ce que vous avez un autre projet d'écriture dans votre tête? Oui, j'ai énormément de projets d'écriture. On dit en latin, nulla dies sine linea. Pas un jour sans une ligne. Je ne passe pas un seul jour sans écrire. Après, j'ai un côté perfectionniste et j'ai une lenteur de limace. Perfectionnisme et lenteur, donc je prends mon temps, mais c'est aussi parce que j'ai envie de faire quelque chose de bien, quelque chose d'utile, et j'ai peur d'une littérature cale-porte, c'est-à-dire un livre qui sert à caler une porte, parce que ce livre n'aurait pas de véritable intérêt. Mais oui, il y a énormément de projets, je suis extrêmement discrète, mystérieuse, secrète là-dessus. Mais on en saura davantage très bientôt. Et puis, chère Ivana, eh bien, vous êtes la première à qui je le dis. Le Petit Monstre va ressortir en livre de poche chez Folio. Alors, pour nous, Réunionnais, c'est extrêmement important puisque le nombre de Réunionnais, d'écrivains réunionnais, à avoir vu leur livre ressortir chez Gallimard en livre de poche ne se compte même pas sur les doigts d'une main. Donc, nous sommes extrêmement peu nombreux et je deviens la première femme dont le roman chez Gallimard ressort en livre de poche. Il y a ça et puis il y a d'autres projets que je tairai pour l'instant. D'accord, merci beaucoup, ça c'est très bien. C'est un moment important pour la littérature réunionnaise. Extrêmement, extrêmement. Avant de poursuivre votre scolarité en France, à Toulouse d'abord, Oui. et ensuite vous avez étudié à la Sorbonne jusqu'à vos 17 ans.
vous avez grandi à La Réunion. Comment la littérature réunionnaise est-elle enseignée à La Réunion? Dans l'enseignement, il y a-t-il un accent mis sur la littérature réunionnaise, éventuellement celle des îles qui font partie du Dom-Tom? Tout le problème est là. Tout le problème est là, c'est-à-dire que la littérature réunionnaise, et pas seulement la littérature, mais aussi l'histoire de l'île de la Réunion, littérature et histoire de l'île de la Réunion sont extrêmement peu enseignées à l'île de la Réunion. Je ne dis pas que c'est une honte, je dis que c'est un défi à relever en toute urgence. Je me souviens parfaitement de mes années de collégienne et de lycéenne à La Réunion. Je n'ai pratiquement pas entendu parler d'auteurs réunionnais. Ce qui signifie que la littérature réunionnaise, je l'ai découvert très tardivement, après mes 23 ans, c'est-à-dire après avoir terminé complètement mes années d'étudiant. Et c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller découvrir cette littérature. Avant même de vouloir que la littérature réunionnaise rayonne, soit connue à l'étranger, nous devons donc, nous, Réunionnais, faire un énorme travail pour que cette littérature soit enseignée dans les établissements scolaires. Imaginez la scolarité de la classe de 6e à la classe de terminale. Ça représenterait 7 années. 4 années au collège, 3 années au lycée. Si on étudiait chaque année un auteur réunionnais, en plus d'autres œuvres d'écrivains français ou étrangers, l'élève réunionnais aurait connu 7 auteurs contemporains dans son cycle scolaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Nous avons tous entendu parler d'auteurs classiques des 18e et 19e siècles. Eugène Daillot, Évariste de Parny, Le Comte de Lille, Auguste Lacaussade, Antoine Bertin. Ces écrivains, ces poètes des 18e et 19e siècles qui sont nés à La Réunion, qui ont vécu à l'île de La Réunion, leur nom a même été donné à des établissements scolaires, à des collèges, à des lycées. C'est très bien. Mais paradoxalement, bien que leur nom soit donné à des établissements scolaires, à des rues, ces auteurs, on ne les connaît pas vraiment. Le Comte de Lille, Auguste Lacaussade, je ne les connaissais pas quand j'étais collégienne, lycéenne, quand j'étais adolescente. Donc ça, c'est vraiment un défi à relever. La littérature réunionnaise n'est pas assez enseignée. Elle est extrêmement peu enseignée. On ne la connaît pas à l'école. Et ça, c'est en quoi c'est un problème? En l'enseignant si peu ou pas du tout, nous nous dévalorisons nous-mêmes. Nous nous infériorisons implicitement en faisant la part belle aux autres littératures. Il ne s'agit pas de ne parler que de littérature réunionnaise. Il ne s'agit pas de parler que de littérature internationale ou française. Il s'agit d'introduire un petit peu les auteurs réunionnais. Donc oui, il faut mettre l'accent sur cette littérature réunionnaise et aussi sur la littérature de la zone India-Océanie, la littérature mauricienne, la littérature mahoraise. Je dis bien, ce n'est pas une honte, mais c'est un défi qu'il importe de relever et le rectorat de l'Académie de l'île de la Réunion, en concertation bien entendu avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, pourrait encourager davantage les professeurs, comme je le disais, à étudier au moins un auteur réunionnais à chaque niveau de classe. Il ne s'agit pas d'étudier aussi les auteurs des 18e, 19e siècles, mais des auteurs vivants. Nous sommes des centaines d'auteurs réunionnais vivants. Je suis bel et bien vivante et pourtant, je ne suis invitée dans les établissements, de même que mes confrères qui ont, eux, publié déjà des dizaines parfois d'ouvrages, que au moment de la promotion du livre.
D'accord. Donc, Donc, une invitation très ponctuelle, mais sinon, pas d'enseignement des auteurs réunionnais à l'école. mhm. Pas assez. Mais Voilà. maintenant, il y a une question qui suggère dans ma tête, une question peut-être un peu philosophique et Oui, politique. Pourquoi, en fait, on enseigne que des auteurs de 19e et du 18e siècle? Est-ce qu'on ne veut pas cacher quelque chose alors? Parce que si on étudiait les autres auteurs contemporains, on pourrait mieux apprendre de notre société actuelle, contemporaine. oui, voilà pour quelle raison il faut étudier les auteurs contemporains, parce que chaque auteur nous offre sa vision de la société réunionnaise contemporaine, ou même sa vision de l'océan Indien ou du monde. C'est très important de connaître les auteurs contemporains. Je reviens sur mes propos précédents. Je Mhm. parlais d'auteurs des 18e, 19e siècle, les Lacossade, les Lecomte de Lille, etc. Nous les connaissons de nom. Ils ne sont pas plus étudiés que les auteurs contemporains à l'école. Donc, j'insiste, même moi, quand j'étais scolarisée durant mon adolescence, je n'ai pas étudié ces auteurs des 18e, 19e siècle non plus. J'ai entendu parler d'eux plus tard. C'est moi qui suis allée spontanément à la découverte de leur recueil de poésie, de leurs œuvres. Mais même eux ne sont pas étudiés chez nous. Mais en fait, voilà, c'est une autre question. Il existe une anthologie de la littérature réunionnaise. Ou Oui, si elle n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. il existe. Il existe des anthologies de la littérature réunionnaise, des anthologies des contes créoles réunionnais, des anthologies d'une poésie réunionnaise. Ça existe, mais là encore, il peut y avoir un univers en expansion entre une offre qui est à la disposition des lecteurs et les lecteurs qui ne vont pas forcément récupérer ces ouvrages. Donc, il y a encore tout un travail d'éducation à la découverte des auteurs, des ouvrages locaux. Et ce travail-là, c'est à l'école qui peut être Enfin, fait. Voilà. d'accord. Merci. Voilà, ici, avec les autres questions, justement, on va rebondir sur cette discussion. Oui. Quel est votre rapport ou quel est votre propre rapport avec la littérature réunionnaise, même si vous avez un peu répondu déjà à cette question? Pourquoi pensez-vous qu'elle est si mal connue? Que peuvent faire les Réunionnais et les Réunionnaises pour la promouvoir? On a déjà parlé de ça, mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, les gens qui nous écoutent en ce Euh, moment, s'ils sont intéressés, voilà. Alors, déjà, il y avait deux parties dans cette question, enfin trois. Je vais essayer de répondre à deux de ces trois questions. Vous me demandiez dans une deuxième question, pourquoi pensez-vous que la littérature réunionnaise soit mal connue? Euh, Avec un livre, il y a deux métiers. Le métier d'écrivain, il s'agit d'écrire. Et j'ai découvert, très sincèrement, qu'il y en avait un autre. C'est le métier de communicant. C'est le Mhm. métier d'attaché de presse. Il ne suffit pas d'écrire un livre, il faut encore en assurer la promotion. Et certains auteurs se bornent, se limitent à ce travail d'écriture. Je le comprends parfaitement. Nous ne pouvons pas toujours et nous n'avons pas forcément envie de porter deux casquettes. Et c'est peut-être donc ce travail de communication qui fait défaut et qui empêche la littérature réunionnaise d'être promue à l'échelle nationale en tout cas. Autre chose, à l'île de la Réunion, il y a peut-être seulement deux véritables journalistes critiques littéraires. Mhm. Deux ou trois pour 800, un peu plus de 850 000 habitants, ça fait peu. Ça fait peu, surtout au vu de la production littéraire. Donc, il manque peut-être une médiatisation aussi Mhm. de cette littérature. Autre chose, cette littérature, elle peut être, pardon, troisième question que vous posiez, que peuvent faire les Réunionnaises et les Réunionnais pour promouvoir cette littérature? C'est très simple. Comme il faut lire.
Il faut lire vraiment. Suivre un écrivain sur un réseau social, c'est merveilleux. Et on a besoin d'exister aussi dans le regard des lecteurs. Mais on a besoin aussi que les lecteurs poussent la porte des librairies, poussent la porte des médiathèques, des bibliothèques pour ou acheter les livres ou les emprunter, ensuite en parler autour d'eux et prêter ces ouvrages ou les conseiller. Je me tourne beaucoup plus vers les adultes, vers les parents que vers les enfants. Vous savez, les enfants procèdent par mimétisme. S'ils voient des adultes lire, ils se mettent à lire. Or, l'île de la Réunion est une île aussi où on a un énorme problème, c'est le problème de l'illettrisme qui touche près de 23% des Réunionnais. On est à près d'un Réunionnais sur 4 qui ont des problèmes donc de lecture, d'écriture, de compréhension de texte. Pour pallier ce problème-là, que les adultes qui soient aussi capables de lire lisent devant leurs enfants. Les enfants vont voir leurs parents lire, vont prendre cette habitude aussi de lecture. Il y a comme ça toute une génération de gens qui ont une appétence pour la littérature qui se développe. Et c'est aussi une manière de lutter contre l'illettrisme. Donc la promotion de la littérature réunionnaise passe par un travail de lecture des parents qui lisent des auteurs réunionnais. Les enfants vont dire, mais qu'est-ce que tu lis? Un texte réunionnais? Oui, je lis un ouvrage écrit par un auteur réunionnais. On en parle aux enfants et ils découvrent véritablement donc cette littérature réunionnaise qui est foisonnante, qui est variée et qui ne demande qu'à être encore plus connue. Que le travail commence à l'île de la Réunion avant la prochaine étape qui sera un rayonnement extérieur. Avec mon livre, ça a marché, c'est la preuve que ça fonctionne, ça peut fonctionner. En quoi la créolité réunionnaise est-elle différente de la créolité antillaise? Parce que souvent on dit Danton, mais c'est quand même très différent parce que la Réunion est influencée par la culture malgache, tandis que Oui. les Antilles sont influencées par des autres cultures. Oui, alors la créolité, oui, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Non, pas de souci. La créolité réunionnaise est différente de la créolité antillaise. Déjà, d'un côté, vous mettez un groupe d'îles. Vous parlez des Antilles. Vous ne parlez pas de créolité martiniquaise. Vous ne m'avez pas parlé de créolité guadeloupéenne. Vous m'avez parlé de créolité antillaise. Et de l'autre côté, pardon, d'autre part, vous m'avez parlé de créolité réunionnaise. L'une des principales différences, c'est ça. C'est l'isolement géographique de la Réunion dans cet espace indien-océanique, une créolité qui lui est propre dans un espace où l'île est seule. Et de l'autre côté, on a un groupe d'îles, on a un archipel, on a les Antilles, on a les Caraïbes. Notre créolité, donc, est bien plus isolée. La créolité antillaise est beaucoup plus médiatisée. Elle a des chantres, elle a des porte-paroles tels que Chamoiseau, Raphaël Confiant, Aimé Césaire, qui était l'un des précurseurs. La créolité réunionnaise s'est constituée, a forgé son idéologie plus tardivement. Ces chantres, ces porte-paroles sont apparus plus tardivement que les chantres de la créolité antillaise. Autre chose, la créolité réunionnaise a ceci de particulier qu'elle repose sur le métissage. On dit aux Antilles, et notamment dans cette éloge de la créolité que Chamoiseau Chamoiseau et Confiant ont rédigé, ils disent que la créolité antillaise repose sur ce credo, entre autres, ni africain, ni européen, ni asiatique, mais créole. La créolité réunionnaise est plus inclusive. Nous ne sommes pas forcément dans le ni africain
ni asiatique, ni européen, mais créole. Nous, ce serait à la fois africain, à la fois asiatique, à la fois européen. Et cet agrégat de cultures différentes, c'est ça qui fait notre créolité. Notre créolité repose donc sur un métissage et on n'a pas une approche aussi hostile, aussi agressive, on n'a pas de revendication autonomiste aussi forte que l'on peut retrouver dans les Antilles. Mhm. Voilà donc quelques différences entre la créolité réunionnaise et la créolité antillaise. On a beaucoup parlé des écrivains, d'écrivains réunionnais. Pourriez-vous nous conseiller quelques auteurs réunionnais où les auteurs se rencontrent-ils? Pardon, Alors, vous conseillez quelques auteurs réunionnais. Les auteurs des 18e, 19e siècle, j'en ai parlé, Auguste Lacaussade, Eugène Daillot, Antoine Bertin, Évariste de Parny, Lecomte de Lisle. Pour les auteurs contemporains, publiés par exemple chez Gallimard, Emmanuel Genvrin, Roch Sakai, un ouvrage extrêmement tonique, extrêmement dynamique, qui parle à la fois de l'île de la Réunion et de Madagascar à travers le parcours d'un jeune homme amoureux de Jimi Hendrix, qui voyage avec sa guitare, qui va notamment en France hexagonale. J'ai beaucoup aimé ce livre, Emmanuel Genvrin, je le conseille. Je conseille Céline Huette, qui écrit des petits proverbes en créole, des petites phrases créoles avec une traduction française pour ceux qui Mhm. veulent s'initier à la langue créole, mais sans être totalement noyé. Donc, on a la retranscription française. Comme auteur, il y a L'Arbre de violence de Jean-François Samelon, publié également chez Gallimard. L'Arbre de violence n'est pas un texte publié chez Gallimard, mais c'est l'un de ses textes les plus intéressants, qui parle de violence aussi, intrafamiliale. Voilà quelques auteurs que je pourrais citer comme auteurs contemporains. Françoise Vergès aussi, en tant Mhm. que politologue, et à connaître. Elle a publié récemment un ouvrage de sociologie, un essai sur le féminisme décolonial que Parfait. j'ai lu et que je conseille. Mhm. Voilà. Oui, oui, oui. Eh bien, très Une autre, intéressant. vous me demandiez également où les auteurs se rencontrent-ils? Eh bien, les auteurs sont des êtres assoiffés de littérature, mais pas que. Par conséquent, ils se retrouvent aussi dans des restaurants, dans des bars où ils peuvent étancher leur Mhm. soif autour d'une boisson chaude ou froide. Voilà, mais sinon nous vivons, nous vivons au XXIe siècle, nous ne sommes pas seulement des ermites. L'espace numérique, les réseaux sociaux sont devenus, même pour les auteurs réunionnais, le lieu privilégié de sociabilité. Mhm. Voilà, on se retrouve. Mhm. Parfait, très bien. Dans le glossaire, à propos de Catherine, vous écrivez femme réunionnaise d'origine africaine, ce sont les plus belles et intelligentes femmes de l'île en toute En toute subjectivité. subjectivité. Exi- y existe-t-il une culture de ces femmes Catherine? Pourquoi les plus intelligentes? Il y a-t-il des personnalités connues chez ces femmes? Pourriez-vous éventuellement en citer? Oh, trois questions en une. Est-ce qu'il y a des personnalités connues chez ces femmes, chez les femmes Catherine? Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui m'a manqué pendant mon adolescence. Ce que l'on appelle la Catherine, c'est la femme comme moi, à la peau noire, aux cheveux en général frisés, avec les modèles véhiculés par la publicité, avec cette injonction à l'assimilation. Le modèle est occidental à la peau blanche, aux cheveux lisses. Donc, beaucoup de Catherine, dans les années 90, ont été amenées à se lisser les cheveux, à se décréter les cheveux.
Donc, on sent une culture, une identité, Catherine, qui était un petit peu complexée. Cette époque-là est de plus en plus révolue aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas véritablement de culture Catherine. Il y a une identité Catherine qui se construit encore. Concernant les personnalités, il en manque. Il manque de ces personnalités Catherine, et donc je vous le disais, durant mon adolescence, je cherchais des modèles qui me Mhm. ressemblaient à la peau noire, aux cheveux crépus. Il y en avait très peu, hormis une humoriste qui s'appelle Marie-Alice Cinnamon. Il en manque encore de ces référents, de ces modèles qui donnent envie aux Cafres, aux Caprines de se dire, ah, en voilà un qui nous ressemble et que l'on va imiter. Et j'y songe là, hein, en répondant à votre question, même dans les postes de direction, même dans les mandats politiques, il y a Mhm. très peu de Noirs, très peu de Cafres, de Cafrines qui exercent, qui occupent des postes de direction, Mhm. très peu de Cafres et de Cafrines qui ont des charges électives, hormis lors des dernières élections municipales, on a une femme, Catherine, qui s'appelle Madame Mdoua Oma, qui est devenue maire de Saint-Louis. Et on a également une Catherine qui a été pendant de nombreuses années députée. Mais il manque. Les Cafres sont les descendants, chère Ivana, des engagés ou bien, évidemment, des esclaves qui ont obtenu leur liberté en 1848. Et ce qui est extrêmement sournois et que l'on n'évoque pas assez avec la société réunionnaise, c'est que ces descendants d'esclaves, ces descendants d'engagés sont ceux qui sont restés tout en bas de la société réunionnaise aujourd'hui encore. Et pour moi, écrire, c'est évoquer également ces tabous-là de la société créole réunionnaise. Tout ce que vous dites, c'est très important, parce que c'est vrai, Mhm. effectivement, avoir un exemple comme, qui ressemble à nous, ça c'est très important. Voilà, Oui, et pas uniquement dans le domaine sportif, pas seulement tout à fait. dans le domaine du divertissement, mais voilà, dans des postes il nous faut des Des cadres, des responsabilités cadres qui occupent importantes, plus hein. de responsabilités politiques, comme je le disais, plus de postes de direction, que les Noirs ne soient pas là que à occuper des fonctions, entre guillemets, ludiques, à être là, à briller dans le sport, cela ne suffit pas. Tout à fait. Dans votre livre à propos du mariage des Oui, parents du personnage principal, vous écrivez: ce mariage à la chaîne, tout différent, tout pareil, tout raté. Page 50. oui. Est-ce qu'il y a une ressemblance avec le concept de fin potomitan en Martinique ou dans la société antillaise? Ce mariage est situé dans les années 80. Est-ce que la situation a changé depuis? Ah, c'est vrai que dans ce roman, j'ai une scène de mariage où je décris un mariage, donc le mariage des saints qui sont jeunes, ils viennent d'avoir 20 ans, ils se marient et c'est un mariage traditionnel qui donne une image de ce que peut être un mariage à La Réunion dans les années 80, dans ce que l'on appelle des salles vertes, Mhm. des salles, pardon, décorées avec des branchages d'arbres que l'on retrouve dans l'île, diffusion de la musique euh, locale, Sega, Maloya, etc. Alcool qui coule à flot. Et à un moment donné, on est presque dans des espèces de, de moments de débauche, pas sexuelle, absolument pas, mais éthylique, on va dire. Et puis, il y a même une scène incroyable de dispute entre deux femmes. Ce mariage est situé dans les années 80. La situation n'a, dans certaines familles, pas changé. La Mhm. situation n'a, dans certaines familles, pas changé. Il n'en demeure pas moins que je ne raconte qu'un mariage, sachant que ma marque de fabrique, mon style pour cet ouvrage, c'était l'exagération, c'était l'hyperbole. N'allez pas croire que tous les mariages réunionnais se passent de la sorte. Loin de là,
il n'en demeure pas moins que beaucoup de mariages créoles ressemblent à celui que je décris. Autre chose, comment m'y suis-je prise, chère Ivana, pour raconter cette scène de mariage? Eh bien, en fait, je me suis inspirée de plusieurs fêtes, mais pas Mhm. uniquement des fêtes de mariage. Je me suis inspirée de mariage, de baptême, de communion, de confirmation et même de fiançailles. Et c'est un agrégat de ces différentes fêtes auxquelles j'ai pu assister. C'est ça qui donne mon mariage à moi. Il n'en demeure pas moins, petite anecdote, que depuis que j'ai raconté cette scène de mariage, je ne suis plus du tout invitée à aucun mariage, comme de retrouver des scènes de ce que j'ai vécu, de leur moment à eux festifs dans mes textes. Vous me demandiez également est-ce qu'il y a une ressemblance avec le concept de femme potomitan, de femme forte, de femme pilier que l'on retrouve en Martinique ou dans la société réunionnaise. Oui, pendant longtemps, et peut-être aujourd'hui encore, la société réunionnaise était une société matriarcale aussi, hein. Ce sont les femmes qui gèrent tout ce qui est paperasse administrative. Ce sont les femmes que l'on retrouve le matin, le soir à aller récupérer les enfants devant les établissements scolaires. Donc, ces femmes piliers de la société, piliers de la famille, qui se chargent de l'éducation des enfants, me fait penser fortement à la femme potomitan de la Martinique, Mhm. même si, comme dans le reste du monde, les choses sont en train de changer et dans le domaine de la famille, les hommes peuvent prendre de plus en plus à cœur leurs responsabilités et on le voit devant les établissements scolaires réunionnais, les hommes qui viennent récupérer aussi les enfants. Mais cette image de femme forte, on la retrouve et même chez la Catherine, même si ce sont des expressions que je n'aime pas toujours, on parle de Catherine de feu. Mhm. Catherine pour signifier, pour désigner cette Catherine au caractère bien trempé. Ce n'est Mhm. pas toujours le cas. On peut être une Catherine et extrêmement réservée, mais la Catherine de feu était aussi pendant longtemps le modèle, l'archétype de la femme potomitan, de la femme forte, qui fait penser donc à la femme forte de la société antillaise. Merci beaucoup, Gaëlle Delem, pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Et à la fin, j'aimerais bien vous demander si vous aimeriez bien lire un extrait ou Bien sûr. si vous aimeriez bien ajouter quelque chose. Eh bien, on va terminer par un extrait. Parfait. Mais merci beaucoup en tout cas d'accepter l'invitation de Cercle Ouvert et partager vos expériences extrêmement riches et intéressantes avec nous. Merci. Ça a été un plaisir pour moi, voilà, de permettre ainsi à mon petit monstre, grâce à vous, de connaître la Belgique, de connaître un lectorat belge. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Merci de m'avoir permis également de lire un passage tout à l'heure. J'espère qu'à travers cette interview, les lecteurs belges auront une image un peu plus approfondie de la Réunion. Et peut-être que ça leur donnera envie aussi, en plus de découvrir ce roman, ben de découvrir notre Merci. page 58. Mhm. 58 est une page que j'ai beaucoup aimé écrire. Je parle de l'amour passionné que les défuntes se vouaient au début de leur relation, avant que cela ne vire pardon, au pugilat. Mhm. Parfait. Donc, un petit paragraphe où on parle de cet amour mielleux, de cet amour absolument fort. C'est parti. Il se levait à 7 heures, intrépide et brave, batifolé jusqu'à 10, hérissé autour de la maison, une haute courtine d'extase et de bonne fortune. Puis il s'en allait, courir après les fleurs ou les graines, et rouler par terre, s'émerveillant à la vue d'une libellule, voulant tantôt être papillon, tantôt millionnaire. Bonjour, comme j'aime, 3 mois déjà, je t'aime. Reste-t-il de la purée, toi que j'aime? Je vais travailler, mais je reviens vite pour qu'on s'aime. On portait de la dentelle, on mangeait au lit qui crisse des fraises, de la chantilly, des bouchées à la vapeur, des fruits au sirop,
des cristaux de miel, du piment farci. 10h30, on se serrait fort. 11h, on était invincible. 12h, déjà, saute, embrasse, rit, mange. Pas de fatigue, pas faim, pas de sieste, pas soif, pas de doute, que de grosses louchées de bonheur, que des lampées de douceur. Encore un peu de 7e ciel, reprendrez-vous de cette extase? Qu'est-ce que cela fait d'être autant aimé? Toi, dis-le-moi. Non, toi, oh non, toi, j'irai où tu iras. Tu iras où j'irai? Nous irons là tous les deux, toi, nous, toi. Ça ne voulait plus finir.